Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wiesemann et aujourd'hui on va parler du CAC 40, du Nasdaq 100, EuroGBP et avec un invité spécial on va parler aussi de la politique monétaire. Et nous allons annoncer aussi les gagnants de notre jeu d'investisseurs. Heureusement, pour tout ça, je ne suis pas seul dans ce studio aujourd'hui. Il y a à ma gauche le rédacteur en chef d'Investir, Denis Lantoine. Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour Falco, bonjour Laurent. Bonjour Denis. Et comme d'habitude, à ma droite, le président de la FAT, Laurent Abi. Bonjour Falco, bonjour Denis, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Et on va commencer notre émission avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Alors Denis, qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qu'ils font les investisseurs avec les CAC 40 cette semaine? Vous le voyez, hein, une nouvelle séance, une nouvelle semaine en hausse pour le CAC. Alors je ne sais pas si je vous porte chance, mais apparemment quand même quand je reviens tous les 15 jours, il se passe quelque chose de bien pour le CAC 40. Donc voilà, c'est ça. Je suis peut-être en train de vous préparer ce rallye de fin d'année que tout le monde attend, sauf si Laurent me met des bâtons dans les roues avec l'analyse technique tout à l'heure. Mais en tout cas, moi j'arrive avec un message positif aujourd'hui. 1,55%, effectivement très bonne semaine, hein, en tout cas pour le CAC 40, un marché qui était plutôt satisfait par quelques avancées. Dans certains dossiers, 3 exactement, on les verra un peu dans le détail juste après. Il s'agit de la réforme fiscale aux États-Unis, des discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur le Brexit, enfin un accord de réglementation que l'on a obtenu vendredi concernant les banques, on appelle ça BAL 3, vous connaissez ça très bien je pense Falco. On a surtout profité en fait d'une très bonne séance de lundi, plus 1,36% et puis ensuite on s'est contenté en tout cas d'essayer de tenir les gains, ce qui était le cas et donc pour l'instant le bilan, on n'est pas très loin de la fin d'année, le bilan il est plutôt bien, hein, plus de 10% de gains quand même depuis le début de l'année, un bon cru et puis pour revenir sur les chiffres, 1,55% sur la semaine, c'est la plus forte hausse du CAC 40 depuis la fin octobre. Voilà Falco. Merci beaucoup Denis. Alors l'analyse technique elle dit quoi sur le CAC 40? C'est pas si simple, non? Si. Non, écoutez Falco, vous avez raison, l'analyse technique il n'ose pas me contredire. Elle ne nous aide pas beaucoup et comme c'est vrai que Denis est notre mascotte, je ne lui mettrai pas de bâton dans les roues, donc je ne serai pas baissier cette semaine comme je l'ai été la semaine dernière et la semaine précédente. Alors on a fait ce niveau qu'on avait anticipé la semaine dernière à 5320, on a rebondi très fort depuis, on est presque allé tester la résistance à 5440, on a de nouveau échoué sous ce niveau en fin de semaine dernière et puis cette semaine, enfin plutôt aujourd'hui, on est en pleine incertitude. Alors c'est vrai, il y a des grands enjeux, des grands rendez-vous cette semaine, même si le marché a à peu près tout pricé, les investisseurs restent malgré tout prudents et on est donc dans un range sur le CAC 40, autrement dit aucune direction. À la hausse, on a cette résistance à 5440, à la baisse, c'est 5300 points et tant que le marché reste dans cet intervalle, eh bien il n'y aura pas de direction forte. Alors quand on est comme ça en présence d'un marché qui hésite beaucoup, on peut avoir une stratégie bidirectionnelle, c'est-à-dire attendre en fait que le marché décide et c'est pour ça que cette semaine je vais vous proposer 2 produits et non pas un. 2 produits parce qu'il va vraiment falloir attendre de voir comment le marché va comprendre, digérer ces deux rendez-vous importants avec la Fed et la BCE. Alors avant que Falco ne vous donne les caractéristiques techniques de ces produits, ce que je voudrais vous dire c'est donc 2 turbos, ça vous le savez. Un turbo put, ce qui est important, c'est que la barrière désactivante, je vais zoomer, la barrière désactivante est au-dessus de cette résistance à 5440 points, parce que si effectivement on part à la baisse, il ne faut plus repasser au-dessus. Un turbo call avec une barrière désactivante sous 5300 points, parce que si effectivement on part à la hausse, on ne doit absolument plus retourner sous ce support. Donc vous le voyez, des barrières désactivantes qui sont au-delà des niveaux importants de court terme, 5440, 5300. On va attendre que le marché décide et on va l'accompagner. C'est Falco qui va vous donner maintenant les codes de ces 2 turbos. Alors donc merci beaucoup Laurent pour cette analyse et le résultat, les 2 turbos en fait, un put et un call.
Mais avant de vous présenter ces produits-là, je vous rappelle que ces produits présentent un risque de perte en capital, en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc avant d'investir, allez sur notre site internet, formez-vous à l'aide des brochures et vidéos qu'on a mis à votre disposition avant d'investir, parce que vous pouvez perdre tout votre investissement en investissant dans ces produits. Donc je commence avec le Turbo Put sur le CAC 40 qui a un code mnémonique 43 AVB sans effet de levier ce matin 30,47 pour une échéance de 16 mars 2018. Sans prix d'exercice et aux Isambert désactivante à 5500 points et son prix de vente ce matin 1,60 €, pour un CAC 40 à 5362,99 et on continue tout de suite avec le Turbo Call aussi sur le CAC 40 avec le code numérique 87 AXB son effet de levier 47,27 ce matin et son échéance aussi 16 mars 2018 comme le put et son prix d'exercice ça va être exactement pas contre différent, elle est à 5275 points et son prix de vente 1,05 € ce matin pour un CAC 40 comme avant à 5368,31 en ce mois. Donc voilà, ça c'était le Turbo Put, Turbo Call qui était choisi par Laurent et on va continuer notre bilan de la semaine avec Denis et on va se tourner vers les US en fait. Il y a une réforme fiscale, il y avait quoi? Il y a aussi un shutdown, ça s'appelle shutdown. On a parlé de pas mal de choses, hein. Réforme fiscale c'est pas nouveau, on l'attend. Shutdown. Il y a une chanson, hein. Shutdown. Quelque chose prise de profit. Prise de profit. Soyons sérieux, Falco, prise de profit à New York et ça concernait encore une fois les technologies, ça avait commencé en tout cas fin de semaine précédente. Effectivement, ce sont des informations concernant effectivement le taux donc de 22% en tout cas des sociétés. Certains payent moins que ce taux de 22% et puis aussi une taxe un peu plus élevée que prévu, 14% peut-être plus que 10 sur le rapatriement en fait de l'argent détenu à l'étranger. On sait qu'il y en a beaucoup par les technologies américaines. Donc ça, c'est un peu effectivement pesé sur les technologiques, sur les GAFAM. On appelle ça aussi la rotation sectorielle parce que ce sont les financières qui finalement en ont profité. Mais bon, comme d'habitude, en fait, ça ne va pas très très loin, jamais aux États-Unis. Et effectivement, on a remonté en fin de semaine sur des avancées sur cette réforme fiscale, puisque effectivement le texte du Sénat en tout cas a été validé. On en avait parlé avec Laurent il y a une quinzaine de jours déjà. Et donc maintenant, on a une commission qui unit des membres à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat pour cette fois essayer de valider un vrai texte en commun. Et donc tant qu'il n'y a pas ce vrai texte en commun qui est validé, il n'y aura pas de réforme fiscale. On l'espère avant les vacances parlementaires américaines, c'est-à-dire éventuellement avant Noël. Et quant aux craintes de shutdown, bon, on est un petit peu habitué, on en parle, mais on sait en tout cas qu'a priori il y a toujours des rallonges qui sont votées. C'était le cas une nouvelle fois, au moins pour 2 semaines. Pas de fermeture donc des administrations fiscales et donc globalement quelques craintes sur les GAFAM mais on s'en sort une nouvelle fois très bien. Merci beaucoup Denis. Donc Laurent, Nasdaq 100, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là Eh bien, comme vient de le dire Denis, on s'en sort encore une fois très bien. La semaine dernière, souvenez-vous, j'étais contrarien, j'avais proposé un variant put sur le Nasdaq avec une barrière qui ne devait pas être franchie à 6427. Cette stratégie vendeuse est toujours d'actualité si dans les prochains jours, je vais zoomer un peu, nous voyons que le Nasdaq n'arrive pas à franchir ce niveau et qu'on a par exemple une bougie d'avalement baissier sur cette résistance, alors on peut utiliser le put que nous avons suggéré la semaine dernière pour vendre le Nasdaq. Si c'est le contraire et que en fait le rallye de Noël va effectivement se mettre en place, je vous rappelle que s'il a lieu, eh bien c'est la semaine prochaine, hein, c'est la dernière grande semaine de trading la semaine prochaine, donc s'il doit y avoir une dernière hausse pour terminer cette année qui au demeurant a été fort belle outre-Atlantique, alors on franchit 6427 et dans ce cas, eh bien, on peut choisir un call pour accompagner donc cette dernière patte haussière de 2017 sur le Nasdaq avec un objectif qui ne sera peut-être pas atteint, mais qui est en tout cas à 6525. C'est une projection de Fibonacci car je vous le rappelle, le Nasdaq est sur des plus hauts historiques et que toute résistance sur ces niveaux est donc purement théorique. Donc on est maintenant vraiment à quelques points de cette résistance à 6427
727. Si vous êtes très boule et que vous avez confiance dans l'appétit pour le risque des investisseurs, vous pouvez d'ores et déjà payer. Si vous êtes un petit peu plus prudent, ce que a priori je recommanderais, eh bien il faut attendre de voir comment Janet Yellen va s'exprimer demain soir pour son dernier discours et surtout comment elle anticipe cette année 2018. Je vous rappelle qu'il y a 3 hausses de taux qui sont prévues. On va voir si elle donne des indications dès demain sur la solidité de l'économie américaine. Tout ça pour dire que c'est un varan call, Falco, et que son code c'est le ZK62B et que le stop, j'ai oublié de le donner, si on repasse, regardez, sous 6227, alors là vraiment il n'y a plus à court terme d'élan acheteur. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un varan call sur le Nasdaq, son ZK62B qui a un effet de levier ce matin de 12,97, son échéance aussi en 16 mars 2018, son prix d'exercice à 6500 points et tout ça pour un prix de vente ce matin à 1,84 € et un Nasdaq 100 à 6397,64. Voilà, ça c'était notre excursion vers les États-Unis et maintenant on va retourner en Europe, on va parler du Brexit et quelque chose qui s'appelle un yo-yo. C'est un truc qui fait comme ça, non? Oui, effectivement, voilà, ça monte, ça baisse. Mais en tout cas, effectivement, c'est l'occasion d'en parler. C'est une thématique dont on parle un petit peu moins dans cette émission, car effectivement, elle n'a pas beaucoup d'impact, en tout cas, sur la bourse de Paris. Alors, bien entendu, excepté ce fameux jour du Brexit, effectivement, où on s'est tous levés très tôt et où la journée a été très longue. Mais en tout cas, sinon, effectivement, on a l'impression que ce sont effectivement, on a un FTSE, on a une livre, en tout cas, qui bouge un petit peu d'elle-même. Et ça, c'était en fonction, en tout cas, des éléments qui ont influencé, en tout cas, les discussions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni concernant donc une sortie. On a beaucoup parlé la semaine dernière. C'était un peu difficile en milieu de semaine. Ça butait sur l'Irlande notamment et sur la remise en place, on va dire entre guillemets, d'une frontière entre les deux. Finalement, on a trouvé un accord. Un accord a été trouvé. Il a été annoncé un accord en tout cas vendredi matin et ça en tout cas ça a permis effectivement au FTSE globalement les deux ont un peu évolué dans un sens et dans l'autre indépendamment des autres grandes places européennes. On termine quand même sur un gain de 1,28% sur 5 séances pour le FTSE. Merci beaucoup Denis. Donc on va parler de l'euro GBP en fait avec Laurent. Oui Falco, je vous montre cette semaine l'euro GBP. C'est pas souvent qu'on parle de cette paire. J'ai tout nettoyé sur mon chart parce que je voulais simplement vous montrer le prix. Regardez, on est vraiment dans un trading range très clair sur cet euro GBP avec une zone de support à 0,8730. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que l'euro est dans une tendance haussière face à la livre depuis presque 16 mois, qu'on est monté jusqu'à 0,9230, vous voyez, dans cette zone, qu'on a ensuite fait un pullback et qu'on est maintenant dans une phase d'équilibre entre acheteurs et vendeurs, avec, vous le voyez, donc ce test du support. On a une stratégie qui est logiquement acheteuse sur cet euro GBP car nous sommes à l'intérieur donc d'un range et que dans ces moments de marché, eh bien, nous payons les supports et nous vendons les résistances. Donc là, on est allé chercher cette zone à 0,8730, on a eu un rebond et par conséquent, on vise maintenant 0,9010. Voilà, je vais zoomer pour vous montrer cette zone de résistance. On vise le haut du range et puis peut-être qu'il serait opportun de conserver un reliquat de votre position en cas de franchissement pour accompagner donc l'euro vers les 0,92. Le niveau qui invalide ce scénario haussier, c'est si on fait une clôture sous cette mèche, vous voyez ici, alors ça veut dire qu'on a eu simplement un petit feu de paille, un petit rebond purement technique qui n'a pas duré plus de 48 heures et que par conséquent c'est ce mouvement baissier qui reprendra l'ascendant. Donc a priori nous sommes dans une stratégie de trading range, donc on a choisi cette semaine un varan call Falco et son code c'est le ZC81B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un varan call sur l'euro GBP, ZC81B. Alors cette varan call a un effet de levier ce matin de 29,74. Son échéance c'est aussi le 16 mars 2018. Aujourd'hui on n'a que des produits 16 mars 2018. Son prix d'exercice c'est 0,90 et son prix de vente ce matin 13 centimes pour l'euro GBP à 0,8835. Voilà, c'était le dernier produit de notre bilan de la semaine et on passe à notre prochaine rubrique, les tops et les flops.
Alors Denis, quels sont les tops et les flops cette semaine? Biomérieux, plus 7%, effectivement une valeur pharmaceutique que l'on voit assez peu dans notre palmarès, donc c'est l'occasion d'en parler. C'est surtout en fait une valeur qui a longtemps caracolé sur les plus hauts historiques, donc que tout le monde aimait bien, puis on s'est dit à un moment, bon ça suffit, ça commence à être bien valorisé, donc il y a eu pas mal de ventes de la part des analystes, et donc elle a commencé à baisser, mais c'est pas pour autant que la valeur déçoit, donc voilà, quand on cherche un peu quelques idées de stock picking, voilà ce qui arrive, une valeur qu'on a retrouvée finalement en baisse depuis le début de l'année, donc plus de 10 points d'écart par rapport au CAC 40, ça suffit pour quelques petits malins, s'amusent en tout cas à en acheter en disant ah il y a peut-être une bonne idée là, donc voilà pourquoi Biomérieux a gagné 7%. Essilor International, voilà aussi une valeur qui avait un petit peu de mal depuis l'annonce en tout cas du mariage avec l'italien Luxottica. Aussi une statut de valeur défensive, donc au détriment des technologies qu'on l'a vu, et sensibilité au dollar, tout ça fait qu'on a redécouvert aussi un petit peu Essilor, plus 6,2% la semaine dernière. Tarkett, c'est simplement spécialiste des revêtements de sol, donc uniquement dû en fait à un changement de recommandation vendredi, Bryan Garnier qui est passé à l'achat avec un bel effet, vous le voyez, plus 6% sur le cours. Enfin les banques, j'ai tout mis les banques dans leur ensemble, Crédit Agricole mais aussi BNP et Société Générale, qui ont progressé de 2 à 3%. Tout sur la journée de vendredi, en fait, parce que le marché a salué donc des accords de réglementation BAL 3 qui finalement sont jugés moins contraignants que prévu pour le secteur bancaire. Donc c'est tout bon pour les banques, et quand c'est tout bon pour les banques, c'est souvent tout bon pour le CAC 40. Merci beaucoup Denis. On va parler avec Laurent de Essilor. Oui Falco, j'ai choisi Essilor cette semaine à l'achat car le titre est dans une tendance haussière depuis le mois d'octobre. Alors regardez, ça n'a pas toujours été le cas puisque à partir du printemps, il y a eu une tendance baissière importante qui a fait quasiment perdre au titre 20%. Changement de tendance avec dépassement de ces deux derniers sommets dans la baisse. Moyenne mobile 10 et 40 qui sont haussières, RSI ici qui est haussier entre 40 et 80, un ADX qui reprend du poil de la bête et qui repart à la hausse, autrement dit sur Essilor. A priori, à court terme, c'est un titre qui devrait continuer pour les prochaines semaines de s'apprécier. Qu'est-ce qu'on vise? Eh bien le sommet du mois de juin, plutôt la zone du mois de juin à 120 €. Le prix d'achat optimal, c'est s'il y avait un repli sur cette polarité, regardez cette résistance qui deviendrait donc support entre 109 et 110 €. Si on a un repli sur cette zone, alors il y a une opportunité de rentrer à l'achat en anticipant donc un rebond qui renverrait les cours à 115 dans un premier temps, 117 et 120. Le stop loss, c'est-à-dire le prix qui nous dit que nous nous sommes trompés et que la tendance haussière est invalidée, c'est sous 106 €. Donc boule sur Essilor. Et par conséquent, un Varan Call de code Falco SB43B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call Essilor avec le code SP43B qui est ce matin en effet levier de 12,28 à une échéance de 16 mars 2018, son prix d'exercice à 120 € et son prix de vente de 25 centimes pour Essilor à 112,275. Et on va passer au flop avec Denis. Quels sont les flops? Alors Elior, une nouvelle fois, moins 10% encore. Quasiment rien ne va plus donc pour le groupe de restauration collective. Après il faut dire un profit warning, un changement de direction, une stratégie à repenser, ça fait un petit peu beaucoup tout ça, donc pour l'instant aucune raison de revenir sur ce titre malgré un gain de plus de 30% par rapport au premier problème survenu sur le titre. On est encore à moins 10 sur la semaine dernière. Et là maintenant on va parler de ce qu'on appelle les habillages de bilan. Alors habillage de bilan, c'est simplement faire attention à tout ce qui fait tâche dans un portefeuille. Donc on enlève en gros tout ce qui n'a pas bien fonctionné, histoire de montrer finalement un très beau bilan de fin d'année. Regardez chez moi, tout est bien, tout est beau. Et donc on vend celles qui effectivement ont été les moins performantes de l'année et on rachète celles qui effectivement ont eu les meilleures performances. On le voit maintenant, Technip FMC, Nokia, Carrefour, ces trois valeurs effectivement qui ont beaucoup déçu en tout cas cette année. Technip, on le sait, c'est un mariage qui ne fonctionne pas très bien pour l'instant. On est à moins 27% depuis le début de l'année. Nokia, là aussi, une déception. Le mariage entre Nokia donc, et Alcatel-Lucent, on est encore à moins 15% depuis le début de l'année. Et puis Carrefour, c'était la grande surprise et déception de l'été, souvenez-vous, ce profit warning. Et puis la concurrence, en tout cas de plus en plus forte d'Amazon. On est à moins 2%, moins 22% depuis le début de l'année, moins 3% la semaine dernière. Une histoire d'habillage de bilan.
Merci beaucoup Denis. Donc on va parler tout de suite de notre... On va annoncer plutôt la gagnante de la semaine en fait. Vous savez très bien que chaque semaine vous pouvez gagner un joli mug comme celui-ci en fait. Il suffit juste de participer à notre jeu d'investisseurs en allant sur notre site et choisissant le produit de la semaine sur lequel vous pensez que il va faire la meilleure performance en fait dans la semaine qui vient. Donc je vous invite de participer aujourd'hui aussi à ce jeu pour gagner cette jolie tasse de ce jeu-là. Donc je donne la parole tout de suite à Laurent parce qu'il voudrait annoncer en fait l'heureux gagnant. Oui. C'est qui Alors, l'heureux vainqueur de cette semaine, c'est David qui habite Orléans et qui a été acheteur sur le CAC 40. Alors qu'est-ce qu'il a fait David? Rappel des faits. Nous nous sommes vus sur ce plateau mardi dernier sur cette bougie et nous avions dit que nous nous attendions donc à un repli du CAC sur la zone des 5300, 5319. Le lendemain, le CAC a effectivement ouvert dans cette zone et c'est là que David s'est emparé d'un turbo call et il a eu raison parce qu'il a joué en fait la largeur du range, il a payé le bas du range et il a accompagné le CAC pendant 3 jours, il fallait être très très rapide. Il a accompagné donc cette progression jusqu'à la résistance et il a vendu, vous voyez, sur cette bougie noire, autrement dit, 3 petits jours de hausse sur le CAC 40, ça fait quand même 67% de gains, 67,61% de gains avec ce turbo 69 AXB qui a donc été traité par David avec une stratégie de range, on achète le support, on vend la résistance. Bien joué David, on espère vous revoir bientôt avec d'aussi beaux trades. Parfait, bon, félicitations David, le mug, la tasse, elle est pour vous et on va l'envoyer tout de suite. Voilà, maintenant on passe à notre prochaine rubrique qui s'appelle À ne pas manquer et pas le focus, on fait le focus d'après et on fait d'abord À ne pas manquer. Donc alors le jingle pour À ne pas manquer. Alors Denis, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine en fait? Il ne faut pas manquer 12 lettres, vous voyez, 4 acronymes. 12 lettres. Fed, BNS, BOE, BCE, ce sont les 4 grandes banques centrales qui se réunissent cette semaine. Excellent. On les connaît bien maintenant, Réserve fédérale américaine, Banque nationale suisse, Bank of England, la Banque d'Angleterre et la BCE, Banque centrale européenne. Naturellement, on regardera avant tout ce qui se passe aux États-Unis et dans la zone euro. Mais c'est important en tout cas de signaler qu'entre mercredi soir et donc jeudi à 13h45, il y aura 4 annonces de la part de la Banque centrale européenne, de Réserve fédérale, je vais y arriver, de Banque centrale, globalement. Je fais pareil tout le temps. Et puis des conférences de presse naturellement à suivre. C'est l'objet du focus, je m'arrête là naturellement. Zone euro, on avait ce matin l'indice ZEW du sentiment économique allemand. Pas d'impact en tout cas sur le marché. États-Unis, quelques statistiques à signaler. L'inflation, les stocks du pétrole, stocks hebdomadaires de pétrole et les ventes au détail. Et pour les entreprises? Pas grand-chose encore, on est en train de terminer cette année en roue libre. En tout cas, c'est l'occasion pour certaines entreprises de faire le point, d'organiser des réunions pour faire le point avec les analystes et investisseurs. C'est le cas de Pasticomium demain, équipementier automobile, de Suez dans l'énergie et de l'américain General Electric. Des résultats, un chiffre d'affaires plutôt, il s'agit de Zodiac Aerospace. Pas trop d'intérêt non plus quand on sait que normalement la société doit être rachetée par Safran. Et à l'international, quelques résultats, l'allemand Metro, mais aussi Oracle et TUI, c'est du voyage. Super, merci beaucoup. En allemand, on dit TUI et maintenant on donne le temps à Denis plutôt de partir de son desk et aussi à Philippe de... Oh, je dis le nom, l'invité spécial, je le dis déjà. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial qui va nous parler des banques centrales. On va faire le focus là-dessus aujourd'hui. Et c'est Philippe Wenger. Philippe Wenger qui est le chef du service d'économie d'Investir, qui voilà, donc il veut parler de sa spécialité en fait. Et je crois Philippe Wenger, il est prêt en fait Philippe Wenger, on peut y aller. Il est presque. Bienvenue à Philippe Wenger, à notre studio. Donc bonjour Philippe Wenger. Bonjour Falco. On va parler du focus et on peut mettre le jingle quand même pour le focus quand même, non? Voilà, on est retour sur le plateau, donc on peut commencer. Philippe Wenger, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils font les banques centrales en fait? Alors bonjour à tous. Comme l'a dit Denis, c'est une semaine qui sera marquée par 4 réunions de banques centrales, les plus importantes. La Banque nationale de Suisse, la Banque d'Angleterre, mais surtout le comité de la Réserve fédérale mercredi et le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne jeudi.
Commençons par la Fed, elle devrait relever ses taux directeurs de 25 points de base, c'est en tout cas le consensus des économistes de marché, ce qui porterait la fourchette de taux à 1,25 à 1,50%. 3 hausses de taux seulement auraient lieu en 2018. Cette décision est largement attendue par les marchés et par les économistes. L'intérêt portera donc sur la dernière conférence de presse de Janet Yellen, puisqu'elle sera remplacée dès l'an prochain. Et la question que tout le monde se pose, c'est quel signal donnera-t-elle pour l'économie américaine en 2018 ? Alors, si on regarde le graphique, on voit, j'ai entouré en rouge, les 2 derniers trimestres, la croissance américaine dépasse 3%. Et elle pourrait même accélérer avec l'accord sur la réforme fiscale du président Trump, qui est donc attendue d'ici Noël. L'économie américaine crée des emplois depuis 86 mois. C'est du jamais vu depuis que les statistiques américaines existent, donc depuis 1939. C'est quand même un record. Sur le graphique suivant, on peut voir que le taux de chômage est très faible, plus faible qu'en 2007, avant la crise financière. Donc vraiment, on a un marché du travail qui commence vraiment un petit peu à se tendre, même s'il n'y a pas d'accélération des salaires, c'est très modéré. Mais certains économistes imaginent quand même une légère accélération de l'inflation dans les prochains mois. Alors Falco, vous allez me dire, et la BCE? Bah oui, mais qu'est-ce qu'elle va faire la BCE? Alors la BCE, elle ne modifiera pas sa politique monétaire. Tout simplement parce qu'elle a déjà annoncé, il y a plus d'un mois, qu'elle réduirait de moitié ses achats d'actifs financiers dès janvier 2018 à 30 milliards d'euros par mois, et ce, au moins jusqu'en septembre 2018. L'intérêt de cette réunion est donc là aussi, comme pour la réunion de la Fed, dans la conférence de presse du président Mario Draghi. Actuellement, des pressions s'exercent pour que l'assouplissement quantitatif s'achève bien en septembre. Les faucons de la BCE commencent à donner de la voix. Ils militent pour que la BCE donne une date claire d'arrêt total du QE, en septembre évidemment. À ce jour, la BCE a acheté plus de 2200 milliards d'euros d'actifs financiers. Sur le graphique, on voit l'impact massif, géant sur le bilan total de la BCE. La BCE commence ses achats en 2015, donc après la légère inversion de la courbe. On voit l'impact énorme de la politique monétaire de la BCE. La banque dévoilera aussi ses prévisions économiques jusqu'en 2020. Là, c'est une première. On n'avait que des prévisions jusqu'en 2019 actuellement. Et évidemment, c'est la prévision d'inflation qui sera la plus instructive parce que c'est elle qui donne le là de la politique monétaire de la BCE. Avec davantage d'expansion économique, davantage d'inflation et des politiques monétaires qui resteront souples des deux côtés de l'Atlantique, il est possible d'envisager des marchés bien orientés en 2018, surtout en Europe qui est en retard dans le cycle économique et boursier par rapport aux États-Unis. Et les entreprises. Oui, les entreprises. Parlons des entreprises. Il y a 3 types de sociétés qui vont bénéficier de cet environnement favorable. Elles sont représentées sur le tableau qui est à l'écran. Celles qui sont sensibles au taux d'intérêt. La hausse des taux d'intérêt profite en général aux valeurs bancaires, surtout quand c'est les taux longs qui profitent davantage que les taux courts. C'est ce qu'on anticipe pour l'an prochain. Tout simplement parce que les banques empruntent à court terme et elles prêtent à long terme. C'est la transformation bancaire et forcément les banques prélèvent une marge sur cette activité. Alors on pense évidemment à la Société Générale, à BNP Paribas ou au Crédit Agricole. On peut dire à peu près la même chose pour les assurances. Donc nous, chez Investir, on privilégie AXA notamment. D'autres sociétés profiteront alors d'un effet de devise aussi parce qu'on pense que le billet vert devrait s'apprécier l'an prochain. Nos valeurs dollars préférées sont Airbus Group, Safran, Air Liquide, Sodexo et Publicis. Et enfin, les valeurs matières premières, dont les comptes sont libellés exprimés en dollars, vont aussi performer. On pense à ArcelorMittal et Total. Enfin, STM, dont les comptes sont aussi en dollars, mais dans l'univers des technologies, devrait aussi profiter des prochains mois. Merci beaucoup Philippe Wenger pour toute cette explication sur la politique des banques centrales. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Et il y a donc des conséquences sur ArcelorMittal, Laurent, non ou pas? Oui, bien écoutez, on a choisi ArcelorMittal
Alors le titre, vous le voyez, est dans une progression tout à fait positive depuis le mois de juin. Arcelor qui profite à plein de la reprise économique synchronisée à peu près partout dans le monde et qui profite donc aux matières premières et à la demande de minerais. Alors on est en présence donc d'un titre qui vient de dépasser, regardez, ce niveau de résistance qui à 2 reprises avait bloqué l'ascension des prix à 26 € et puis on l'a dépassé. Et on devrait maintenant continuer de filer tout droit vers la prochaine résistance, niveau important qui date de janvier 2014 et qui est situé à 29,20 €. Alors on a un prix préféré, j'ai envie de dire, sur Arcelor, ça serait le repli sur cette polarité, c'est-à-dire ce niveau de prix qui a fait obstacle et qui maintenant deviendrait soutien pour tous ceux qui ne sont pas rentrés sous cette résistance et qui profiterait donc du repli pour participer. Ça correspond à un niveau également de moyenne mobile en 10 périodes exponentielle qui passe, regardez, dans le voisinage de cette zone à 26 €. Autrement dit, si Arcelor retourne sur cette zone, on l'achète. Le stop loss, il est sous 24,80. C'est-à-dire que si on a effectivement une dynamique de court terme qui se met en place sur Arcelor, il ne faut pas que les cours retournent et cassent ce niveau de support. Cela signifierait qu'on retournera vraisemblablement en bas du range et ce n'est pas du tout la lecture que nous en avons pour le moment avec ce dépassement de résistance. Donc on achète sur 26, stop loss, c'est-à-dire le niveau qui invalide ce scénario, c'est 24,80. Ce qu'on vise, c'est 29,20 et pour faire tout ça, on choisit Falco, un turbo call infini de code 53AYB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo call infini sur ArcelorMittal avec le code numérique 53AYB qui a ce matin un effet levier de 5,78. Son barrière désactivante à 23,42, son niveau de financement à 22,0923 et voilà son prix de vente à 46 centimes pour ArcelorMittal à 26,655. Voilà, c'était déjà pratiquement tout pour notre émission d'aujourd'hui, 100% marché du mardi. Il me reste juste à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Mardi prochain, donc 19 décembre, c'est la dernière émission de cette année en fait, à midi, donc 100% marché mardi prochain à midi. Et cette semaine évidemment, 14 décembre à 18h, le webinaire technique des marchés avec Laurent Albi, toujours avec nous le jeudi soir, avec nous pour toutes les questions que vous avez, pour tous les sous-jacents que vous avez demandé, j'espère, dans la semaine avant. Donc il me reste juste à dire merci à Denis Lantoine, merci à Philippe Wenger d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci à Laurent pour toutes les analyses et merci à vous d'avoir suivi notre émission et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.